panel suivant, Télécom Infrastructure, sur le thème « Quel rôle pour le secteur privé dans le développement numérique au Bénin ?» Mesdames et messieurs, bonjour. Le développement du numérique a été l'une des plus belles réussites de l'Afrique au cours de ces 15 dernières années. Si les institutions publiques ont contribué à l'effort, force est de constater que le secteur privé a également joué un rôle déterminant. Pour mettre l'accent sur la partition jouée par le secteur privé dans cette grande avancée, le présent panel abordera dans un premier temps les actions réalisées par les acteurs du secteur au cours de la décennie passée. Ensuite, il se penchera sur les actions en cours, les projets en cours réalisés par ces mêmes acteurs. Et pour finir, il abordera les perspectives à l'horizon de 5 ans, les projets futurs, la vision des acteurs privés sur le secteur. Pour dérouler ce panel, je serai accompagné de Monsieur Guy Fabrice. Monsieur Guy Fabrice, Olo, Monsieur Guy Fabrice Olo, merci de me rejoindre. Monsieur Guy Fabrice Olo est avocat à Safo Eco. Il est docteur à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Il est avocat au barreau de Paris et collaborateur dans le cabinet précité, avec une expérience sur les contrats de partenariat public-privé, une expérience en Afrique francophone et au Maroc. Merci de nous accompagner ce matin, Monsieur Olo. Toujours pour m'accompagner sur ce panel, je serai avec M. Ariel Sacramento, que je vous prie d'ovationner pour l'accueillir sur le podium. Monsieur Sacramento, bonjour. Il est responsable de modèle économique d'intervention à l'ADN, l'Agence de développement du numérique, titulaire d'un MBA et d'un diplôme d'ingénieur en télécommunications à l'Université McGill de Montréal, au Canada. Ariel travaille à l'Agence pour le développement, comme précisé tout à l'heure, et intervient sur des sujets stratégiques de réforme et usage numérique. Et pour finir, sur ce panel, je serai également accompagné de M. Robert Awad, que je vous prie d'ovationner pour l'accueillir sur le podium. Merci, M. Awad, de nous accompagner ce matin sur ce panel. M. Robert Awad a suivi des études de droit en France, a vécu et travaillé aux États-Unis pendant plusieurs années. Entrepreneur né, il s'est installé au Bénin depuis 1995. Il a voulu se consacrer entièrement à sa nouvelle passion en tant qu'autodidacte, passion qu'est le numérique. Et dans ce cadre, il fonde l'entreprise, il crée l'entreprise Isocel, dont il est le promoteur principal. Donc, Monsieur Awad, directeur général d'Isocel, une fois encore, soyez les bienvenus. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet, en démarrant par la première question, justement, qui s'adresse à vous. Nous avons remarqué cette avancée dont on a parlé au début, dans le secteur, une grande avancée, un grand développement. Mais selon vous, quels sont les facteurs clés de succès qui ont permis d'en arriver là, d'obtenir ces résultats que nous voyons? Merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de participer à ce panel dont le thème est très intéressant d'ailleurs. Alors, depuis 6 ans, depuis l'arrivée
du président Patrice Talon depuis son premier gouvernement. Quelques mois après, au mois de juin 2016, le Bénin a connu un forum international de très haut niveau qu'on a appelé Innov Bénin 2016-2021. Au cours de ce forum, auquel ont participé des personnalités internationales, bien entendu aussi des personnalités de l'écosystème local, il y a une politique, une vision qui ont été définies de manière collective. Ce qui s'est passé après, c'est qu'il y a eu des actions concrètes qui ont fait en sorte qu'il y a eu un assainissement du cadre juridique et cadre réglementaire qui ont permis l'éclosion de ces investissements dont moi je peux aussi parler que c'est grâce à ces réformes qui ont été faites que nous avons pu effectuer ces investissements et ceci nous a encouragés à faire des levées de fonds auprès de bailleurs de fonds internationaux. Donc d'abord, je peux commencer par le cadre réglementaire. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu beaucoup plus de rigueur du gouvernement vis-à-vis des opérateurs qui leur a mis la barre quand même assez haute pour effectuer des investissements conséquents et aussi pour améliorer la couverture du territoire. Ces dernières années aussi ont connu l'avènement de la 4G LTE et je pense que dans les prochaines années, il y aura si vous voulez, les préparatifs pour l'avènement de la 5G. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Robert Awad. Je note dans votre intervention que l'État a eu un appui déterminant au secteur privé pour pouvoir permettre quand même l'obtention de ces résultats. Et cela m'amène à vous demander, Monsieur Sacramento, quelles sont les actions phares développées par justement l'État, le secteur public, pour l'accompagnement des entreprises qui interviennent sur le secteur du numérique ces dernières années? Bonjour et merci pour la question. Je commence par remercier les organisateurs et présenter mes félicitations pour la 5e édition du Bénin Investment Forum qui d'année en année gagne en réputation et devient une plateforme critique et essentielle de notre écosystème des affaires. Je vais résumer peut-être les actions de l'État au cours des 5 dernières années en 3 points. Le premier point, comme ça a été mentionné, c'est le Code du numérique. Donc le Code du numérique est venu pour principalement rassurer plusieurs acteurs, rassurer les investisseurs, rassurer les promoteurs, les entrepreneurs, mais aussi rassurer les usagers. Il y a des livres dans le Code du numérique, aussi bien au sujet des investissements que de la protection des données à caractère personnel, que des règlements de différends dans le cas de problèmes qui surviennent au cours de l'activité économique dans le secteur. Le deuxième point, après le Code du numérique, c'est vraiment que le gouvernement a poussé pour l'émergence d'acteurs forts dans le secteur. Donc là, on parle d'infrastructures. Dans le domaine des télécommunications mobiles, par exemple, si vous vous souvenez, en 2016, il y avait 5 opérateurs. En 2017, il n'y en avait plus que 2. Et d'ici la fin de cette année, il y en aura un 3e. Donc l'idée, c'est de créer des opérateurs télécoms forts, financièrement forts, qui sont en mesure d'offrir des offres pertinentes pour les clients aussi bien du secteur privé que des clients particuliers. Et le 3e point, c'est toutes les réformes qui ont été faites dans le cadre de la gouvernance du secteur du numérique. Donc, depuis le 1er juin de cette année, il y a eu un gros changement, mais juste avant ça, il y avait 4 agences d'exécution du programme d'action du gouvernement. L'Agence pour le développement du numérique, l'ADN, l'ACI, l'Agence des systèmes et services d'information, l'ANSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, et l'APSUCEP, l'Agence béninoise de services universels de la communication et de la poste. Et depuis le 1er juin,
le gouvernement a décidé en Conseil des ministres de fusionner les 4 agences en une seule agence qui est la SIN, l'Agence des systèmes d'information et du numérique, avec pour objectif de renforcer l'action dans l'exécution du programme d'action du gouvernement et de continuer de créer un cadre favorable aux investissements dans le pays. Merci beaucoup, Monsieur Ariel Sacramento, de nous avoir éclairé là-dessus. Je voudrais vous prier de me permettre de rajouter un autre panéliste à mon panel qui représente MTN Bénin. Donc, avec votre permission, je vais demander à M. Philippe Boarouba de bien vouloir nous rejoindre sur ce podium pour échanger de façon plus approfondie sur le thème. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Donc, pour continuer les échanges, je rebondis sur votre intervention il y a quelques instants, M. Ariel, pour dire que la législation représente alors un point important et capital dans l'évolution ou la mise en œuvre des actions dans le secteur. Et cela m'amène à demander à M. Guy Fabré-Solo, qui est avocat, quelles ont été les réformes majeures ou l'évolution marquante de la réglementation dans le domaine du numérique pour nous permettre d'obtenir cette avancée remarquable. Merci pour votre question, Madame Agbetou. Comme mes copanélistes, je commencerai par vous remercier les organisateurs qui nous ont permis d'être là aujourd'hui. Je représente, comme elle a dit, le cabinet Asafo & Co, qui est partenaire de l'événement, et nous sommes très heureux de pouvoir participer sur ce panel à cette question critique qui est celle de l'implication du secteur privé dans le développement du numérique au Bénin. Donc, pour revenir plus précisément sur la question du cadre réglementaire, comme l'ont indiqué M. Wade et M. Sacramento, depuis 2016, le Bénin a connu effectivement une refonte de son cadre réglementaire relatif au numérique, qui aujourd'hui repose très largement, voire exclusivement, sur la loi 2017-20 portant Code du numérique, qui a été modifiée en 2020. L'apport intéressant, le premier apport qu'on pourrait citer de cette loi est qu'elle a permis de consolider en un texte unique des législations qui étaient auparavant éparses. Je m'appuierai sur 3 axes stratégiques ou d'intérêt de cette réglementation, comme l'a indiqué M. Sacramento, qui parlait sauf erreur de ma part, de la protection des consommateurs. Notez comme première évolution la protection des consommateurs et des citoyens avec le développement des services de confiance qui permettent aujourd'hui aux Béninois d'obtenir que ce soit l'acte de naissance ou le casier judiciaire en ligne. C'est grâce au Code du numérique que toutes ces innovations sont possibles aujourd'hui. Le deuxième point d'intérêt à mon sens, c'est l'inclusion de notions telles que la notion d'aménagement numérique du territoire ou de services minimum haut débit qui vont permettre aux collectivités, dans le cadre de la décentralisation, de jouer également un rôle dans le développement du numérique au Bénin. Et le troisième point ou troisième axe est le renforcement des leviers de réglementation, notamment de l'ARCEP, tels que ceux relatifs au partage des infrastructures, qui est un point important dans le développement du numérique. Et s'agissant des infrastructures en particulier, je note, et c'est un point assez intéressant parce qu'on constate que sur ce point, le Bénin est en avance par rapport à certaines réglementations de pays de la sous-région. Je note l'inclusion dans la réglementation de notions telles que celles de colocalisation ou d'exploitants d'infrastructures alternatives. Donc je m'explique, la colocalisation, c'est un peu de la mutualisation entre opérateurs d'équipements qui permet de réduire les coûts.
Et l'exploitant d'infrastructures alternatives est un peu, à mon avis, ce qu'on pourrait qualifier d'opérateur d'infrastructure, c'est-à-dire un opérateur qui n'est pas tout à fait un opérateur de télécommunications comme peuvent l'être MTN ou Move, mais qui a pour mission de développer, de construire des infrastructures qu'il mettra ensuite à la disposition des opérateurs. Donc, pardon, désolé. Donc la réglementation, même si elle est perfectible, est assez en avance. Et je prends comme exemple ce dont je parlais tout à l'heure, la notion de service universel haut débit. Donc ce point qui existe dans la réglementation béninoise depuis 2017 donc, n'est entré dans la réglementation en France qu'en 2020, suite à une directive européenne de 2018. Donc les Béninois ont une législation sur le numérique qui est plutôt en avance et totalement alignée avec les standards internationaux. Merci beaucoup pour cette réponse. Je constate que vraiment on a un avantage par rapport aux autres pays, c'est que nous sommes un peu en avance sur la réglementation. Et je note également dans votre intervention des notions de partage d'infrastructures, des notions d'accès universel, et je me dis alors que ça justifierait l'avancée ou le volume complètement croissant des investissements sur le secteur depuis quelques années. Ça m'amène vers M. Boaba, que je suis très contente d'avoir sur le panel, représentant MTN au Bénin, pour lui demander, vu cette croissance remarquée du volume des investissements en infrastructure sur le secteur, quels sont en particulier les grands investissements que le secteur privé a effectué, réalisé au cours de cette année, notamment au niveau de l'infrastructure sur le secteur du numérique? Merci madame, je voudrais vous remercier tous pour cette invitation qui a été faite à MTN Bénin pour contribuer à ce panel. Et à la suite de mes prédécesseurs, je voudrais effectivement reconnaître que le cadre réglementaire a changé et pour une entreprise, l'environnement des affaires est important dans la décision d'investissement. Donc c'est certainement l'une des raisons pour lesquelles on constate un tel foisonnement sur le marché et des services qui sont de plus en plus avancés, qui sont proposés aux abonnés. Alors en termes d'investissement, MTN Bénin est en pleine phase de modernisation de son réseau. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on ouvre une nouvelle ville en 4G. Il ne se passe pas une semaine non plus sans qu'on nous connecte non connectés, comme on dit chez nous. Donc nous sommes complètement alignés, et notre slogan le dit très bien, Everywhere You Go, pour faciliter l'accès au maximum de Béninois possible. Mais ça n'aurait pas été possible si on était dans un cadre réglementaire, un cadre juridique qui ne nous permettait pas de faire des investissements. Je prendrai juste un exemple. On parlait tout à l'heure du code du numérique. La chose qu'il faut savoir avec le code du numérique, c'est qu'il a permis de rallonger les durées des licences. On est sur des licences de 20 ans. Ça permet à un entrepreneur de pouvoir venir et de faire des investissements en ayant foi qu'il pourra avoir un bon retour sur l'investissement. Dans la plupart des pays de la sous-région que je connais, les licences vont de 10 à 15 ans pour les plus importantes, ou parfois avec un petit bonus de 2-3 ans. Mais j'ai rarement vu des licences qui vont sur 20 ans. Donc la réglementation supporte les investissements que nous faisons. Et nous sommes en train de shifter complètement. Bon, mais je ne voudrais pas monopoliser la parole parce que, comme vous savez, le secteur du numérique est très dynamique aujourd'hui. On n'est plus opérateur de télécom classique, c'est-à-dire qui vendent la voix, qui vendent la data. En tant que MTN, on est en train d'aller vers un opérateur global du numérique, une techco comme on dit, qui va opérer des plateformes, et le téléphone ne sera qu'un prétexte pour avoir accès à une flopée de services dans le monde du numérique. Merci beaucoup, Philippe. Voilà. Dans le même contexte, je reviens à IGCL Télécom.
part l'essor du numérique? Tout à fait. Alors, depuis quelques années, nous avons commencé le déploiement d'un réseau en fibre optique à très haut débit sur les 13 arrondissements de Cotonou. Le but est de vraiment démocratiser l'accès à Internet afin que tous les foyers puissent accéder au haut débit. Aujourd'hui, beaucoup de foyers, si vous voulez, substituent des connexions mobiles qui sont à la base mobiles pour avoir un accès à domicile ou même en entreprise. Donc la technologie nous permet de combler ce manque qui était sur le marché et d'atteindre les mêmes niveaux qu'ont atteint des pays de la sous-région comme le Togo, comme le Burkina Faso ou la Côte d'Ivoire. Donc la première phase consistait à couvrir tout le département du littoral. Actuellement, nous avons déjà terminé ce mois-ci et nous préparons une deuxième phase qui va couvrir le Grand Cotonou, c'est-à-dire qui va aller jusqu'à Ouida, vers l'ouest et puis jusqu'à la zone de Glodjigbe, étant donné que c'est une zone très stratégique, et puis vers Porto Novo aussi. Et la troisième phase sera les villes secondaires du centre, du nord, de l'ouest et de l'est du Bénin. Donc ceci est pour nous, si vous voulez, l'investissement le plus important au cours des dernières années. Et ce sera aussi un volet sur lequel nous allons nous concentrer pour les années à venir. Merci bien. Je note alors que les investissements sont en nette croissance au niveau de l'USOCEG qui suit le pas de gouvernement enclenché depuis quelques années. Mais je me demande, comme recours d'entre nous, l'appui que l'État, le gouvernement, fait dans le secteur en matière d'investissement, et notamment sur toujours les quelques années que nous avons parcouru jusque-là. Qu'est-ce qui a été fait de façon concrète en matière d'infrastructure? Donc en matière d'infrastructure, rappelons un peu que tous les acteurs du système ou du secteur ont un rôle précis à jouer. Et le rôle du gouvernement reste principalement de créer un contexte favorable aux investissements et de créer un contexte favorable au déploiement de l'innovation, au déploiement de nouvelles technologies. Et dans ce rôle, je peux rappeler par exemple qu'au cours des dernières années, plus de 2000 km de fibres optiques ont été rénovés ou déployés sur ce qu'on appelle la dorsale de fibre optique qui va du sud au nord du pays. Et des investissements ont été entrepris pour diversifier et densifier un peu plus le réseau de fibres optiques, qui est la base sur laquelle vont se construire plein d'autres services et vont se connecter plein d'autres opérateurs. Donc c'était un investissement majeur qui a été fait de la part du gouvernement. D'autres infrastructures ont été développées. Je peux parler du data center national, je peux parler du développement des services de confiance qui sont en cours. Et tout ça va concourir à ce que des entreprises puissent venir de façon sereine offrir des services de très bonne qualité pour nos concitoyens. Merci, M. Sacramento. Je me pose également une petite question. Concernant l'accompagnement des infrastructures, nous avons vu que l'État a même développé beaucoup de projets qui appuient les entreprises privées dans le développement de leurs projets à l'infrastructure. Mais est-ce qu'il y a un volet consommateur qui est pris en compte dans ces investissements-là, puisque tous ces projets ont pour objectif final de satisfaire le consommateur? Oui, bien sûr. Comme M. Olo le disait tout à l'heure, dans le code numérique, par exemple, il y a des obligations de qualité de service, de débit ou très haut débit qui sont mentionnées.
Il y a, dans le cas des services de confiance, des niveaux de sécurité minimum qui sont offerts. Je pense par exemple au régulateur des communications électroniques et de la poste qui procède à de l'encadrement des tarifs dans le mobile par exemple. Toutes ces actions menées par le gouvernement et les différents organes du gouvernement ou de l'État concourent à offrir des services d'une certaine qualité et à un prix abordable pour les concitoyens. Donc l'action n'est peut-être pas directe, mais encore une fois, dans le rôle d'État, dans le rôle gouvernement, l'idée est de créer un contexte où les investisseurs et les entreprises puissent agir de façon sereine et de garantir une sécurité de services pour les populations, pour les entreprises et les autres consommateurs des services de communication. Merci bien. Je reviens à M. Philippe Boaga, de MTN Bénin. Nous avons parlé tout à l'heure des investissements que les acteurs du secteur ont eu à faire par le passé pour atteindre les résultats dont nous parlons depuis le début de ce panel. Mais actuellement, quels sont les investissements en cours, aussi bien en termes d'infrastructures que de services, pour pouvoir accentuer le développement du secteur? Ok. Je disais dans mon propos liminaire, le monde du numérique est un monde dynamique. Si vous vous rappelez, il y a quelques années, quand on avait les très contents, je vous parle de quelque chose qui ne date pas de 10 ans, on était très content d'avoir le GPRS, plus ensuite l'Edge. Aujourd'hui, c'est comme si on parlait d'il y a 2 siècles en arrière, tellement l'évolution est importante par rapport à cette période-là. Si vous regardez vos téléphones, c'est la même chose. Ce que les téléphones permettaient de faire il y a 5 ans par rapport à ce qu'ils font aujourd'hui, il n'y a aucune commune mesure. Donc les investissements des opérateurs doivent aussi suivre cette modernisation, ces nouveaux usages, ces nouveaux besoins des abonnés. C'est ce que nous faisons chaque jour. Aujourd'hui, nous sommes en pleine modernisation de notre réseau. Le minimum qu'on puisse offrir dans notre politique, ça sera des réseaux 3G. Ce sera vraiment le strict minimum. On a aussi demandé l'autorisation de tester la 5G. Tout cela, ce sont des investissements qui sont faits sur de nouvelles plateformes, dans de nouvelles technologies, etc. etc. Donc, toutes ces évolutions demandent de l'argent. Et comme je disais, le cadre juridique est très important pour permettre à l'opérateur de faire les investissements nécessaires. Pour parler des 3 dernières années, ce que nous avons mis dans le réseau, c'est 120 milliards. Et nous projetons encore beaucoup plus pour les 3 années à venir, parce qu'on a une ambition en 2025 d'être un opérateur de la tech qui offre des solutions globales et pas seulement des solutions d'un opérateur classique. D'accord, c'est déjà très bien d'avoir des chiffres, on mesure l'ampleur quand même des investissements qui sont faits dans le secteur. Je reviens rapidement sur le volet réglementaire pour demander à M. Guy Fabrice, dans la configuration actuelle du secteur, puisque vous êtes avocat, quel est le rôle principal de l'avocat dans l'appui ou dans la contribution à la mise en place de la réglementation du secteur numérique? Ok. Avant de parler du rôle de l'avocat en particulier, je parlerai de la mise en place de la réglementation dans le numérique de façon plus générale, parce que l'avocat n'a qu'un, je dirais, un rôle minime, un peu moins important plutôt, dans ce cadre-là. Comme l'expliquaient mes copanélistes, et plus particulièrement, je crois, monsieur Sacravato, le gouvernement a comme obligation, je dirais, d'offrir aux opérateurs un cadre juridique propice, un environnement des affaires stable qui permettent aux opérateurs de s'investir pour développer leurs services.
Donc le rôle principal, le rôle moteur dans le cadre de la réglementation revient à mon sens au Parlement qui va adopter la loi, mais surtout au gouvernement qui va impulser un certain nombre de propositions, de modifications pour aller dans ce sens-là. Et plus particulièrement quand je parle du gouvernement, sans doute le ministère en charge du numérique et les agences d'exécution du programme d'action du gouvernement. Mais cette évolution doit se faire, et se fait, à mon sens, dans une dynamique de dialogue. Comme l'expliquait tout à l'heure le directeur adjoint de cabinet de la ministre de l'Industrie et du Commerce, ils ont vocation à développer le e-commerce. Or, aujourd'hui, la réglementation sur le e-commerce est comprise dans le Code du numérique. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, pour le ministère de l'Industrie et du Commerce, le Code du numérique tel qu'il existe permet de développer dans un environnement stable pour les entrepreneurs béninois une plateforme numérique qui leur permettra d'être compétitifs? Donc peut-être que le ministère de l'Industrie et du Commerce a des inputs sur l'évolution du Code du numérique qui pourrait faire passer au ministère en charge du numérique. Et c'est dans ce dialogue-là qu'on avancera vers une réglementation qui sera la plus alignée, la plus en lien avec le marché. Au-delà de ça, on a également l'ARCEP, dont on parlait tout à l'heure, qui en tant que régulateur a bien évidemment un rôle de réglementation. Et je subsume, comme j'ai pu le voir dans d'autres juridictions, que le dialogue qui s'installe entre l'ARCEP et les opérateurs qui sont, eux, le plus présents sur le terrain, peut également permettre de faire avancer la réglementation, puisque ce sont eux qui sont le plus au fait des obstacles qu'ils peuvent rencontrer au quotidien. Donc j'en arrive au rôle de l'avocat, qui est un rôle un peu moins important ici, qui a tout d'abord un rôle de conseil sur la rédaction des textes, ou un rôle de diagnostic sur le cadre juridique existant, pour en illustrer les limites, et proposer donc dans cette phase de conseil une adaptation de la réglementation. Merci beaucoup, M. Olo. On m'annonce que nous avons encore 10 minutes, donc nous allons aborder la dernière phase qui concerne la projection future sur le secteur. Je reviens rapidement à M. Awad Robert, directeur général de l'ISOCEL Télécom, pour vous demander quelles sont les perspectives, vous, en tant qu'acteur privé du secteur, que vous avez en termes de développement dans les prochaines années à l'horizon 5 ans par exemple. Comme je vous l'avais dit, nous allons nous concentrer sur des investissements pour fournir des connexions fixes au public au Bénin. Donc, si vous voulez qu'on parle un peu de chiffres, la première levée de fonds qui a été faite dernièrement, qui nous a permis d'installer notre première phase, elle est de l'ordre de 5 milliards environ de francs CFA. Et nous sommes en train de préparer une deuxième levée de fonds du même montant, donc pour un total de 10 milliards, ce qui nous permettra de couvrir le Grand Cotonou. Mais vraiment au sens très large, parce qu'on peut arriver jusqu'à Ouida et jusqu'à Porto Novo et jusqu'à la zone économique spéciale toute cette zone nord aujourd'hui qui devient très très stratégique parce qu'elle abrite les projets phares du gouvernement et surtout le deuxième plan d'action du gouvernement. Néanmoins, notre souhait est de ne pas nous limiter aux zones du sud et aux capitales. Donc, nous comptons aussi aller vers le centre, aller vers le nord progressivement. Nous ne sommes pas un grand groupe, nous sommes une société, il y a une quinzaine d'années, nous avons commencé comme une start-up, comme le panel précédent ou d'autres intervenants que vous avez eu à accueillir lors du forum. Mais avec le temps, nous avons pu quand même, si vous voulez, constituer une certaine relation de confiance avec les bailleurs de fonds qui nous font confiance et qui nous accompagnent pour notre expansion. D'accord, merci beaucoup. Je reviens pour continuer dans le même sens à M. Philippe Boaga, le tiers, pour demander sur le futur, à l'horizon de 5 ans, quelles sont vos perspectives?
Alors, nous avons déjà un projet de fibre optique parce que, comme vous savez, le numérique repose sur les infrastructures et aujourd'hui, c'est le meilleur moyen de transmission, c'est quand même la fibre optique. Donc, en appui de ce que le gouvernement fait, nous voulons prendre notre part dans cet investissement. Donc, on a un projet à très court terme, je dirais à l'horizon l'année prochaine, d'environ 2000 km à travers une boucle redondante dans le sud. Et ensuite, nous attaquerons les autres régions du pays parce que une chose est d'avoir des ambitions, une autre est de les mettre en œuvre et l'investissement dans l'infrastructure est très important. Nous allons continuer aussi la modernisation de notre entreprise en digitalisant nos prestations, en faisant en sorte que nos abonnés puissent se servir eux-mêmes plutôt que nous les servions. Donc en améliorant l'expérience client, et tout cela nécessite des investissements. Donc nous sommes pleinement engagés à donner des services de classe mondiale à nos abonnés. Et cela passe par des investissements importants qui sont déjà prévus, comme je vous disais, à l'horizon 2025 et qui commencent à se mettre en place. Je retiens plus de digitalisation, plus d'investissement et plus de modernité dans les services que on aura sur les prochaines années. Et pour continuer toujours dans ce sens et conclure rapidement, parce que nous n'avons plus beaucoup de temps, je vais demander à M. Ariel Sacramento pour l'ADN, quelle est la vision de la projection pour les prochaines années? Déjà, pas l'ADN, mais la CIN, donc l'Agence des systèmes d'information et du numérique, sous la double tutelle du ministre d'État de l'économie et des finances et de Madame la ministre du numérique et de la digitalisation. Mais rapidement résumé, 3 gros axes. Partenariat, investissement, développement des compétences. Je commence par les 2 premiers axes. Partenariat, investissement, absolument. Là, on est dans le cas des investissements en infrastructure. L'aménagement numérique du territoire a été mentionné par M. Olo tout à l'heure. En ce moment, on déploie beaucoup de optiques, on déploie aussi énormément, on a maintenant 3 opérateurs cellulaires. Par contre, 100% du territoire n'est pas couvert. Donc dans le cas de la mission de service universel, les investissements dans des solutions alternatives sont fortement encouragés. Et des partenariats aussi bien avec des partenaires techniques que des partenaires financiers sont aussi encouragés. Dans le cas des compétences, l'école des métiers du numérique va être ouverte bientôt et va permettre de former concrètement des techniciens d'intervention en fibre optique qui vont aller sur le marché de l'emploi et vont aller renforcer les différents opérateurs de fibre optique ou du cellulaire qui sont actuellement actifs sur le marché. Et finalement, l'innovation. L'innovation sur plusieurs aspects, l'innovation sur les technologies qui sont déployées, mais l'innovation aussi dans la façon de faire des partenariats. On parle de modèles économiques qui sont gagnants-gagnants, aussi bien pour les investisseurs que pour la partie État. D'accord. Donc, on me notifie que le temps qui nous est alloué est terminé. Donc, nous allons quand même prendre une question dans le public et y répondre très rapidement. Est-ce qu'il y a, s'il vous plaît, des questions par rapport aux différentes interventions de nos panélistes? Je ne vois pas de doigt levé, donc je suppose que tout va bien. Madame, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Francisca Bormann de la GZ. On a beaucoup parlé en fait de tout ce qui concerne l'infrastructure, etc. Mais effectivement, le développement du numérique, ça va au-delà. Il faut aussi prendre en compte voilà, les compétences de M. Sacramento qui a un peu abordé le sujet. Effectivement, ma question s'adresse plus au monsieur du secteur privé. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir en fait quel rôle voyez-vous aussi pour votre société en ce qui concerne par exemple l'entrepreneuriat numérique et des questions de ce genre. Ok, nous sommes partenaires déjà de cet événement et nous avons
participé hier à la Startup Night. Nous, en tant qu'opérateurs, nous avons intérêt à ce qu'il y ait un écosystème du numérique qui soit le plus développé possible. Nous sommes des fournisseurs de services, nous sommes des fournisseurs de plateformes à tous les entrepreneurs numériques. Nous avons un programme au niveau du groupe qui s'appelle Digital Skills for Digital Jobs, qui vise à donner un supplément de compétences aux communautés qui nous accueillent pour leur permettre d'être les plus entreprenantes possibles, de pouvoir se prendre en charge dans le domaine du numérique dans les pays qui nous accueillent. Donc, c'est un programme au niveau du groupe qui a ses déclinaisons dans toutes les opérations de MTN et donc au Bénin. Et nous sommes actuellement en partenariat avec Epitech pour ne pas la nommer, et pour effectivement mettre en œuvre cette politique-là. Donc nous sommes conscients que nous ne prospérons en tant qu'opérateurs que si l'écosystème existe. Et l'écosystème, c'est tout ce qui nous fournissent des services à valeur ajoutée, tout ce qui développe des applications, qui développent, etc. et qui nous permettent effectivement d'améliorer notre qualité de service et d'améliorer notre but d'opérateur. Voilà. Maintenant, on va permettre à M. Awa. Oui, tout à fait. Donc, dans le même cadre, le gouvernement du Bénin, avec la contribution de l'Agence française de développement, a monté un projet d'école qui est unique dans toute la sous-région, c'est l'école de la fibre. Alors, l'école de la fibre, nous sommes partenaires, et d'ailleurs nous serons doublement partenaires, parce que d'un côté, nous pourrons prendre les apprenants de cette école et les mettre en stage chez nous dans le but, dans l'optique d'avoir in fine une embauche ou chez nous directement ou chez nos sous-traitants. Et d'un autre côté, nous serons aussi clients de l'école parce que nous enverrons aussi notre personnel il y a certains programmes de l'école de la fibre qui sont destinés pour renforcer les capacités des ressources humaines. Donc c'est un projet très important et unique dans la sous-région que nous avons accompagné et d'ailleurs pensé dès le départ avec l'AFD, aussi avec l'ADN à l'époque. Merci beaucoup, merci à tous les panélistes. Le temps qui nous est alloué est terminé. Je vous remercie pour votre participation et je remercie également le public pour nous avoir suivis. Et pour conclure, je dirais que le développement du numérique est en marche et on espère, on y croit, ce serait encore plus impactant que ce que nous avons vu ces dernières années. Merci beaucoup. Voilà, donc merci de raccompagner Madame Rachidatou Agbetou et ses panélistes.